Bonjour ou rebonjour et bienvenue pour cette deuxième table ronde de l'après-midi sur notre thème général qui est bien vieillir en bonne santé, un thème consensuel. Et cette table ronde est consacrée aux apports du SPDA dans l'accompagnement du parcours des personnes. Alors, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé des sigles. SPDA, Service public départemental de l'autonomie. Et j'ai donc nous avons la chance d'avoir comme participant à cette table ronde le docteur Eliane Abraham, qui est directrice stratégique et opérationnelle du dispositif d'appui à la coordination du département de la Meurthe-et-Moselle. Voilà, on va être très précis. On a Jérôme Jumel, qui est directeur général de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire, puisque l'ARS s'occupe du médico-social. On a Dominique Libaud, directeur général de l'EN3S, École nationale supérieure de la sécurité sociale, président du Haut Conseil au financement de la protection sociale. Et puis nous avons le président Olivier Richefou, président du Conseil départemental de la Mayenne. Voilà, alors une fois qu'on a fait ce tour de table, que j'ai fait par ordre alphabétique, on peut rapidement, tout de suite, se dire, au fond, qu'est-ce que c'est que le SPDA? Et je pense que la meilleure personne pour nous parler du SPDA, du service public départemental de l'autonomie, c'est peut-être son père fondateur ou un de ses pères fondateurs, à savoir Dominique Libaud, et de nous expliquer aussi, au fond, ce SPDA, au-delà du slogan, au-delà du sigle, c'est quoi l'apport, et pourquoi on essaie de construire ce service public. J'avais été chargé par Édouard Philippe, lorsqu'il était Premier ministre, d'un rapport, d'une concertation autour du sujet grand âge et autonomie, qui donc a donné lieu à un rapport qui aborde, je crois, la quasi-totalité des sujets du grand âge, mais parmi ces sujets, et la concertation, notamment l'écoute des personnes âgées qu'on avait faites à cette occasion, un thème m'avait particulièrement retenu, mais comme d'autres, hein, il y a bien d'autres thèmes importants, évidemment, sur le sujet du grand âge, comme les métiers, comme les nouveaux EHPAD, comme les questions de financement et tout ça. Mais un thème qui était finalement la complexité vécue par les personnes âgées elles-mêmes et leurs aidants dans le recours à des aides, la mise en place des différents systèmes qui permettent de rester à domicile et cette question vraiment qui ressort de façon très importante, et par exemple aussi dans le baromètre des aidants qui est publié chaque année, de l'impression que c'est un peu un parcours du combattant quand on entre dans ce parcours de la perte d'autonomie. Et donc suite à ce rapport, les ministres m'avaient demandé de faire un rapport un peu autour de ce sujet que j'ai intitulé Service public territorial de l'autonomie. Et c'est vrai que les ministres et puis ensuite le Parlement ont décidé de mettre en œuvre les recommandations de ce rapport. Ce qui a changé simplement, le service public territorial est devenu service public départemental de l'autonomie suite à des concertations menées par les ministres concernés avec l'Association des départements de France. Donc on est sur quelque chose qui est en cours de réalisation, puisque nous avons 18 territoires préfigurateurs sur 2024 et une généralisation prévue à compter de 2025, prévue par le législateur lui-même. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, à partir de ce constat de la complexité, de la relative difficulté perçue par les personnes de ce parcours, l'idée est très simple, c'est de voir comment on peut mieux travailler ensemble sur un territoire entre les différents acteurs autonomie et santé, je veux dire autonomie et santé, des acteurs sanitaires et sociaux aussi, et évidemment leur tutelle, celles et ceux qui donc pilotent l'ensemble de ces acteurs, comment on peut
mieux travailler pour avoir un service public qui est véritablement au service du parcours de la personne. C'est-à-dire que derrière, c'est un peu une nouvelle notion du service public qu'on essaye de définir et surtout de mettre en place, de concrétiser, c'est-à-dire finalement simplement répondre à des questions et dire ah bah c'est pas ici, c'est à côté, servir des prestations et simplement être un guichet de prestations, avoir des propositions d'offres de prévention, mais sans forcément s'adresser et arriver à toucher les bonnes personnes. Enfin, tout ça nous apparaît un peu limité, quelquefois coûteux dans la mise en place et ne pas répondre aux réels besoins des personnes et de leurs aidants. Et donc l'idée, c'est de repenser un service public autour de l'accompagnement du parcours de la personne, parce que c'est un parcours, et de mettre en relation beaucoup plus l'ensemble des intervenants de ce parcours. Pour cela, on a défini 4 missions essentielles qu'on doit retrouver dans ce service public départemental de l'autonomie. Une mission information, accueil, orientation. Donc, les 3 mots sont importants, où je m'informe, où je suis accueilli et où je suis orienté. Donc, et on pense à quelque chose qui ressemble à un guichet intégré. Je ne dis pas guichet unique nécessairement, mais guichet intégré pour simplifier la vie des gens. Deuxièmement, tout ce qui est la gestion des droits. La gestion des droits, ça concerne les caisses de sécurité sociale, mais ça concerne aussi la MDPH ou le département sur la gestion de l'APA et toutes ces questions de gestion des droits avec, on sait, ce sujet aussi de non-recours qui peut exister, et puis l'actualisation des droits, enfin un grand nombre de questions, des questions aussi très concrètes comme les évaluations, la reconnaissance des évaluations par les uns et les autres, notamment entre CARSAT et département. Voilà, donc gestion des droits. Le troisième sujet, c'est les solutions concrètes. Une fois qu'on a droit, encore faut-il que les solutions concrètes existent, soient mises en place et perdurent, et soient adaptées en fonction des évolutions de la personne ou de l'aidant. Ça peut être au long cours, ça peut être quelquefois des situations d'urgence. On pense par exemple lorsque l'aidant lui-même âgé a une situation de santé tout d'un coup qui pose problème. Comment gère-t-on le cas de la personne qui reste? Et bien sûr, un des sujets par exemple, c'est d'éviter que les 2 membres du couple se retrouvent aux urgences à l'hôpital, ce qui est rarement la meilleure solution dans ce cas de figure. Et puis le sujet prévention que personnellement je trouve très important, et notamment aussi en perspective du vieillissement de la population française. Alors, je rappelle effectivement qu'à partir de 2030, nous allons avoir un accroissement considérable des plus de 85 ans dans notre société, avec des risques financiers aussi, si nous avons la même prévalence de la perte d'autonomie. Et ça m'amène à dire que dans le contexte financier compliqué dans lequel nous sommes, eh bien, travailler ensemble, entre les uns et les autres, travailler à la prévention de façon à éviter une prévalence plus importante des risques. Oui, c'est aussi un sujet qui doit permettre de mieux maîtriser le risque financier associé au vieillissement de la population. Voilà, en termes très courts, ce que veut être le SPDA. Et évidemment, le sujet se termine par là, c'est évidemment d'arriver à concrétiser tout ceci, parce que ça peut apparaître des bonnes intentions. Donc, comment on concrétise? Eh bien, ça se passe sur les territoires. Ça, on peut impulser d'en haut, mais c'est pas d'en haut ni moi ni la CNSA qui accompagne très fortement, je tiens à le dire, tout ce programme, et se mobilise beaucoup. Mais c'est vraiment les acteurs sur le terrain, et donc il y a une responsabilité territoriale très importante dans la mise en place de ce nouveau service public, mais qui repose beaucoup sur les acteurs, et avant tout un duo d'acteurs qui est le conseil départemental et l'ARS. Et donc, c'est pour ça que je suis très heureux que dans cette table ronde, nous ayons donc Olivier Richoux et Jérôme Jumel. Et c'est déjà... voilà, enfin, ils exprimeront, mais je pense qu'effectivement voilà, c'est très important d'arriver à établir un partenariat un peu rénové entre ARS, conseil départemental, pour entraîner l'ensemble des acteurs irrigués sur la mise en place concrète du service public départemental de l'autonomie. Alors, vous aurez tous remarqué qu'on les a mis côte à côte et non pas face à face.
Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Dominique Libaud. Peut-être rajouter aussi, vous l'avez déjà dit, hein, Dominique, que le SPDA a été consacré législativement par la loi du 8 avril 2024. Oui, tout à fait. Enfin, là, on est sur une temporalité dans la mise en œuvre d'une politique publique que je trouve bonne. Enfin, pour avoir travaillé sur d'autres politiques publiques ou d'autres réformes, on n'a pas toujours cette chance, donc et notamment, d'ailleurs, mon rapport grand âge autonomie, ensuite il y a eu la crise Covid, on ne peut pas dire que c'était un facteur favorable à la mise en place des solutions que je préconisais. Mais là, effectivement, après ma remise de mon rapport, il y a eu très rapidement, les ministres ont dit banco, très rapidement la CNSA s'est mobilisée, très rapidement on a envisagé des préfigurations et des parlementaires, parce que pour rappeler que cette loi, c'est une PPL, alors c'est donc des parlementaires, mais avec un amendement gouvernemental quand même sur ce sujet. Donc il y avait vraiment le soutien des autorités de l'État, donc a permis effectivement qu'il y ait maintenant un fondement législatif très clair sur ce service public départemental de l'autonomie. Très bien, donc on a compris, hein, c'est un dispositif qui est quand même très innovant parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de cadre, par définition, il n'y a pas de cadre qui est totalement défini d'en haut. Hein, Oui, et surtout, je tiens à dire, il n'y a pas de nouvelle couche non plus. Enfin, le risque dans ces sujets qui visent d'une certaine manière à coordonner les acteurs, et ce que nous disent tous les acteurs sur le terrain, c'est on craignent effectivement quelque chose, une nouvelle couche qui viendrait rajouter au millefeuille. Voilà, c'est des expressions souvent qu'on entend sur ce terrain. Donc tout notre enjeu, c'est de créer des dynamiques territoriales à partir aussi de choses qui existent, parce qu'on ne parle pas de rien, heureusement, voilà. Et sur certains territoires, il y avait déjà des dynamiques enclenchées entre les partenaires, heureusement. Donc, en fait, on s'inspire beaucoup de territoires assez innovants. C'est vrai que c'est pas parce qu'Olivier Richouy est présent ici, mais souvent, je salue la Mayenne comme un territoire très intéressant sur ces politiques du grand âge et sur ces politiques arrivant à rassembler les acteurs. Donc, on part de choses existantes, on essaye de trouver comment aller plus loin dans les dynamiques territoriales, mais voilà, surtout sans créer de nouvelles couches administratives trop lourdes. C'est pas du tout l'objet, évidemment. Très bien. Alors, on va se poser la question maintenant, effectivement, justement, c'est une très bonne transition, de savoir, le SPDA, il ne part pas de rien. Et il a comme objectif d'améliorer la prise en charge de situations très concrètes. On va se tourner vers le docteur Abraham. Par rapport au dispositif d'appui à la coordination que vous connaissez bien, et par rapport à un territoire, ça va changer quoi le SPDA ? Alors, on a envie de dire que ça va changer beaucoup de choses et finalement, ça ne va pas changer les acteurs. C'est la première chose. Les acteurs, nous, en Meurthe-et-Moselle, on a la chance de se connaître, de déjà beaucoup travailler ensemble. On ne part pas de rien, comme a dit M. Libaud. N'empêche que tout n'est pas parfait et qu'il y a des choses beaucoup à améliorer. Alors, non pas dans la concertation, j'ai envie de dire, parce qu'on est un département où tout le monde se parle, non pas dans la collaboration, parce qu'on travaille ensemble, mais pour moi, l'enjeu du SPDA, c'est d'arriver à de la coopération, c'est-à-dire comment chacun va changer son organisation à la marge au bénéfice du collectif. On est toujours sur une façon de fonctionner, voilà, avec des procédures. Alors moi, j'étais un médecin hospitalier, donc on a beaucoup de procédures, on a beaucoup d'habitude de créer des chemins tout faits, et on a l'impression que quand on rentre dans un chemin, alors M. Libaud parle de silo, on peut parler de chemin qui doit, alors pour des bonnes raisons, hein, mais partir d'un point, arriver à l'autre. Et finalement, comment est-ce que quelque part, en travaillant ensemble, on arrive à un tout petit peu chacun changer ses chemins à la marge sur de la confiance de l'autre pour pas refaire ce que l'autre a déjà fait et pour optimiser les réponses. En fait, si on a des questions qui, par exemple, nous concernent pas forcément trop, finalement, où je vais chercher le bon interlocuteur au bon moment et la meilleure compétence, c'est le principe de subsidiarité, c'est l'acteur le plus compétent qui va intervenir. Alors, M. Libaud aime bien que je cite toujours des exemples. On a une situation là qui est arrivée cette semaine et on est appelé par une infirmière libérale pour une dame
qui a, alors on nous parle d'anxiété généralisée, voilà, ça veut dire que cette dame-là, elle est complètement en panique, elle n'arrête pas de dire qu'elle va être expulsée de chez elle. Effectivement, elle est locataire et on ne sait pas si elle paye ses loyers ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est veuve depuis 6 mois et que c'est son mari qui s'est toujours occupé des papiers. On appelle le médecin traitant qui nous dit oui, effectivement, j'ai augmenté son traitement anxiolytique parce qu'elle est très angoissée d'être expulsée. Et puis quand on cherche, en fait, finalement, on s'est tous mis un petit peu autour de la table et on a compris que cette dame-là, elle s'était mise en tête qu'elle ne pourrait jamais déclarer ses impôts toute seule parce que c'était son mari qui le faisait. Et que donc, comme elle ne déclarerait pas ses impôts, eh ben, on allait prendre l'argent et qu'on allait l'expulser de chez elle. Mmh. Et du coup, à ce moment-là, vous mettez tout le monde autour de la table, y compris les acteurs des impôts, pour dire comment est-ce qu'on peut aider cette personne, non pas à faire à sa place, mais à lui dire, mais quelle place pouvez-vous et voulez-vous prendre dans votre parcours, puisque maintenant, votre proche aidant, en tout cas la personne en qui vous aviez confiance et qui faisait en l'espèce cette déclaration d'impôt n'est plus là. Et faire communauté autour de cette personne, ça nous semble très important et ce qu'on souhaite, puisqu'on a la chance d'être dans le 54 départements préfigurateurs, on voudrait créer des communautés professionnelles de l'autonomie, aller plus loin, au-delà d'un service, parce que le mot service, parfois, peut faire penser, alors particulièrement pour les hospitaliers, à une nouvelle couche. On va créer un nouveau service avec une porte d'entrée, etc. Et on s'est dit que constituer une communauté professionnelle de l'autonomie, ça peut rappeler d'autres communautés professionnelles, d'autres métiers. L'idée, c'est vraiment l'objectif, il est très ambitieux, de transcender les frontières et puis de connaître les compétences, les capacités, les contraintes des autres pour pouvoir au mieux les utiliser dans des contraintes de temps, dans des contraintes de budget qui nous touchent tous en fait au niveau de ces accompagnants. Ce SPD1, la loi du 8 avril 2024, a prévu une généralisation après une phase donc de préfiguration. C'est ça le bon terme. Je n'ai pas dit expérimentation, j'ai dit préfiguration. Donc aujourd'hui, il y a 18 départements préfigurateurs et il y a une généralisation qui est prévue au 1er janvier 2025. Alors je vais me tourner vers un département préfigurateur qui est la Mayenne, qui a déjà été cité, avec le regard à la fois peut-être du président du conseil départemental de la Mayenne et puis un regard aussi plus national, puisque vous avez des responsabilités dans le cadre de... Alors moi, je suis un homme du passé, donc j'allais dire l'ADF, mais c'est département de France, c'est ça? Oui, c'est un peu comme le service public territorial de l'autonomie, qui est devenu service public départemental de l'autonomie. ADF est devenu DF, département de France, mais c'est la même configuration. Et effectivement, j'ai la chance d'animer le groupe de travail Grand Âge qui rassemble notamment la Meurthe-et-Moselle, avec une élue très impliquée sur le dossier et qui participe régulièrement à tous les travaux. Nous sommes 18 à nous être lancés dans cette belle aventure et 18 à être plutôt heureux, me semble-t-il, à travers les échos que j'ai régulièrement de mes collègues, du lancement de cette aventure, qui est une belle aventure parce que nous sommes tous persuadés, comme l'a très bien dit Dominique Libaud, qu'il y a un vrai problème. Et qu'il y a un vrai problème, quels que soient les départements, que ce parcours du combattant, on l'entend dans tous les départements de France et qu'il faut tenter de le résoudre. Alors, nos amis parlementaires, on a essayé de les convaincre, de leur dire qu'une loi votée au mois d'avril, qui prévoit une préfiguration pendant seulement 8 mois, dont 2 mois d'été, et qui ambitionne dès le 1er janvier suivant une généralisation, est une loi très ambitieuse. Et dans la pratique, on voit bien que malgré l'avancée qui existe dans les 18 territoires d'expérimentation, 18 départements d'expérimentation, en réalité, il n'y a pas d'oukase, si vous me permettez l'expression. Personne n'envisage une sanction si un département n'a pas mis en œuvre une étiquette SPDA dans son action au 1er janvier 2025. Et qu'au cours de l'année 2025, on encourage nos collègues à commencer à rentrer dans les dispositifs en tirant les enseignements de ce que nous avons commencé, nous, à observer. Alors, il n'est pas impossible que dans le cadre du PLFSS, il soit demandé officiellement que l'on retarde d'une année
mais ce n'est pas le sujet. Le principal, c'est qu'aujourd'hui, moi je sens deux choses. Je sens d'abord de l'enthousiasme dans les départements qui expérimentent. Techniquement, nos directeurs et nos chargés de ce projet se sont réunis, c'était le 30 juin, je crois, à Bordeaux. On fait le point tous ensemble de la façon dont les choses avançaient. Ils en sont ressortis tous plutôt ragaillardis et enthousiastes, en tout cas c'est l'écho que j'en ai eu. On a mis en place, nous, une méthodologie qui consiste tous les 1 mois et demi à faire un point d'étape avec les 18 départements, avec Dominique Libaud et avec la CNSA. Eh bien, la meilleure des réponses, c'est qu'aujourd'hui, on frappe à notre porte, les départements qui ne sont pas dans les 18, en disant « mais est-ce qu'on peut assister à vos réunions? Est-ce qu'on peut participer à vos réunions? Parce que nous aussi, on a envie de ne pas trop tarder à le mettre en place. » On a bien sûr dit oui, parce qu'il s'agit de favoriser l'émergence du dispositif le plus rapidement possible. Et donc, voilà, on voit cette appétence qui existe dans les territoires, parce que je crois que la pédagogie dont a su faire preuve Dominique Libaud, c'est bien de faire comprendre que ce n'était pas cette couche supplémentaire, que ce n'était pas un nouveau truc, mais que c'était une nouvelle façon de travailler ensemble au service de l'usager, en mettant l'usager au cœur du dispositif pour faire en sorte qu'il puisse avoir un interlocuteur qui l'aide à cheminer dans ce parcours et que ce soit plutôt l'interlocuteur qui débroussaille le chemin pour lui et non pas que ce soit l'usager qui soit obligé d'aller frapper à 15 portes différentes. Donc cet état d'esprit a parfaitement été intégré et moi je me réjouis qu'aujourd'hui quand on fait une réunion de point d'étape, eh bien on a beaucoup plus de départements qui participent et puis chacun va avancer à son rythme parce que c'est la réalité des territoires. La maturité n'est pas la même dans tous les départements. Voilà, donc chacun va avancer à son rythme, mais avec cet objectif final de mieux répondre à l'attente des usagers. Et une collectivité, je le rappelle souvent, elle n'existe que parce qu'elle est utile à des usagers, à des clients, dirait-on, dans le monde privé. En tout cas, voilà, c'est la volonté que nous avons et on est plutôt à la fois gaillard, on a envie que ça progresse, et plutôt rassuré aujourd'hui parce que l'écoute est effectivement très bonne de la part de nos collègues. Et certains de mes collègues que j'entendais quelquefois peut-être ronchonner sur voilà encore un truc techno qu'on nous met, ça arrive dans le milieu social, ça peut arriver. Jamais de la part de l'Agence régionale de santé, bien évidemment, mais ça peut arriver. Et là, je crois que c'est vécu positivement, donc il faut le signaler parce que c'est quand même plutôt favorable quand ça part sur de bonnes bases. Donc ça, c'est la vision effectivement des 18 départements préfigurateurs dont vous êtes un peu le porte-parole. La vision peut-être département de la Mayenne cette fois, c'est-à-dire grosso modo, qu'est-ce que vous aviez déjà mis en place comme bonne pratique de partage d'informations en la matière? Alors, dans le département, on a d'abord mis en place une maison départementale de l'autonomie, qui est la seule labellisée d'ailleurs en France, puisque je crois que la CNSA a arrêté ce processus de labellisation. Donc, cette maison départementale de l'autonomie est déjà un lieu où les acteurs se rencontrent un peu plus, bien sûr du handicap et puis des personnes âgées. Donc, ça englobe la fameuse MDPH que tout le monde connaît par ailleurs. Et puis, la maille départementale, d'abord, c'est une très bonne maille. Je pense qu'une maille régionale n'aurait pas été une bonne solution. Hein. On est tous convaincus de ça aussi. Donc, la maille départementale est utile. Et puis, c'est vrai que d'un département à l'autre, les habitudes de travail ne sont pas les mêmes. Chez nous, elles sont peut-être plus prononcées. D'abord parce qu'en tant que président, je me suis peut-être engagé plus tôt que d'autres sur ces questions du grand âge et de l'autonomie. Donc, sans doute impulser un peu plus d'action. Et puis on est un département rural, 300 000 habitants, où c'est un peu plus facile aussi de réunir. Il se trouve que, m'étant engagé sur ces sujets, je préside le CDCA dans le département, je préside le Conseil territorial de santé. Bon voilà, donc, et on retrouve quelquefois ces mêmes acteurs, donc c'est sans doute un peu plus facile. Mais c'est pas pour ça qu'on a encore réussi, parce que l'intérêt du SPDA, c'est d'aller chercher des acteurs comme les maisons France Service, par exemple, je cite cet exemple, qui ne sont pas dans le spectre forcément de la maison départementale de l'autonomie et qui seront des acteurs extrêmement importants pour la mise en place. C'est la raison pour laquelle, chez nous, ce n'est pas officiellement en place encore. On continue
les échanges et on reviendra tout à l'heure, je pense, sur les quelques obstacles qu'il nous reste à lever. Sur la question peut-être du partage d'informations, Eliane Abraham, peut-être dire un mot. Sujet majeur, qu'est-ce qu'on partage, quand on partage, avec qui et sur quel support? Voilà, c'est les grandes questions qui se posent, qui ne sont pas, alors pour le coup, pas encore totalement résolues. On milite pour que un système d'information, enfin, pour upgrader les systèmes d'information qui sont déjà en place dans chaque région. Il y a au moins un système d'information collaboratif. Peut-être que le SPDA serait l'occasion de l'adapter à ces nouveaux besoins. On a bien entendu parler des besoins des uns et des autres. Et ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'on recrée quelque chose. On n'a pas voulu créer un nouveau service. Ne recréons pas un nouveau système d'information. En tout cas, c'est la réflexion qui est en cours avec nos grades pour pouvoir brancher tout le monde en fait sur le même système d'information. Il y a des choses qui sont en cours avec les cartes professionnelles de santé pour le secteur médico-professionnel, carte professionnelle pour le secteur médico-social qui permettra d'avoir une messagerie sécurisée, qui permet de pouvoir rentrer dans un système d'information. Tout ça converge aussi. On voit petit à petit que les choses convergent, même si ce n'est pas encore abouti. Oui, juste sur cette question de système d'information, alors d'ailleurs il y a un décret qui doit paraître en application de la loi qui donc pour ces questions d'échange. Moi à ce stade je pense qu'il y a 3 enjeux essentiels parce qu'on ne peut pas tout faire et tout ça. Bon, mais il y a tout ce qui relève de ce que j'appelle le dossier partagé. Quelqu'un entre dans le système, donc comment on partage et comment. D'ailleurs, pour lui, pour cette personne, on évite qu'elle ait à nouveau à se réinscrire et tout ça. Donc, voilà, je dirais dossier partagé de la personne. Deuxième sujet, c'est partager l'information sur les prestations qu'a une personne. Et là, moi, je dis, parce que ça, c'est un instrument qu'on connaît bien, les caisses de sécurité sociale, c'est le RNCPS. Mais le RNCPS, il n'est pas ouvert aux collectivités locales. Donc, alors, répertoire national commun. Donc, il y a un répertoire national commun. Bon, mais c'est très sécu et qui donc voilà. Enfin, je trouve qu'il y a un sujet sur partager un répertoire et comme disait Eliane, il ne s'agit pas de recréer, mais de se dire plutôt à partir des outils qui existent, est-ce qu'on peut mieux faire, etc. Donc, voilà, je trouve qu'il y a ce sujet partagé sur les prestations et puis un sujet aussi un peu lancinant sur lequel les avis peuvent être divergents d'ailleurs, mais un peu tout ce sujet de l'annuaire, donc de ceux qui sur un territoire donc ont une action sur l'autonomie, enfin annuaire partagé et la mise à jour de cet annuaire. Alors c'est une question voilà, qui n'est pas si évidente que ça. Voilà, c'est les 3 questions qui reviennent régulièrement quand on parle de partage d'informations donc entre les acteurs. Allez-y. Je vais rajouter encore un truc. Je trouve, enfin, on a beaucoup d'informations qui sont perdues. Et beaucoup de données qui en fait sont pas exploitées. Quand on va parler d'une personne de chute à répétition, voilà, c'est un facteur majeur de perte d'autonomie. Eh bien en fait, il y a des gens déjà qui savent qu'il y a un étage, que l'ascenseur s'arrête qu'à un demi-étage, que la conformation du domicile est comme ça, et qui constituent en fait des facteurs de risque d'aggravation en fait du risque de chute au-delà de ce qu'on pourra observer quand on va faire un bilan de chute. Et ces informations, elles sont connues très tôt par certains acteurs. C'est pour ça que si on a un système en fait où elles sont notées, où elles sont relevées, on pourra repérer des risques beaucoup plus tôt parce qu'on aura des données qui peuvent paraître anodines, je répète. Des signaux. Voilà, en disant un signal rouge, ne serait-ce que je répète, comment est fait le domicile et comment on accède au domicile chez un patient qui a un risque de chute ou ne serait-ce que qui a peur de tomber ou dont l'aidant a peur qu'il tombe. Et c'est ces données qu'il ne faut pas perdre et pas mettre n'importe où. Il y a certains territoires qui travaillent avec les bailleurs sociaux. Donc, ils se disent les bailleurs sociaux, c'est un acteur important de l'autonomie, par exemple. Et les pompiers. Et les pompiers, bien évidemment. Bon, j'attendais, je voulais laisser à Olivier Richoux le soin d'en parler. Ça, les donc Jean-Joël peut en parler aussi, parce que dans la Sarthe, effectivement, il y a des choses qui se passent sur ce sujet. Allez, on va passer justement à Jérôme Jumel, donc directeur général de l'ARS Pays de la Loire, parce que justement on voudrait, quelque part Dominique Libaud nous
vous avez mis l'eau à la bouche. On voudrait savoir comment se passe le dialogue, notamment entre le conseil départemental et l'ARS. Voilà. Jérôme Jumel, votre regard. Alors, je pense qu'il se passe bien. On a la chance en Pays de la Loire d'avoir 2 départements préfigurateurs, la Mayenne et la Sarthe, et où le service public départemental de l'autonomie se déploie de manière assez différente, mais tout aussi engagée. Donc le dialogue avec le département, il préexistait au SPDA, que ce soit au niveau évidemment d'échanges politiques entre le président et la direction de l'Agence régionale de santé, mais aussi nos équipes, tous les 2 mois, se réunissent. On appelle ça des tables tactiques pour partager finalement la déclinaison concrète du projet régional de santé et du schéma autonomie ou d'organisation médico-sociale du département pour s'accorder très en amont sur le comment on va développer ou réformer, réorganiser l'offre ensemble. Donc on a un noyau dur finalement de partenariat pour ce service public départemental de l'autonomie. Ensuite, ça a été évoqué, ce qui est très puissant dans le service public départemental de l'autonomie, c'est justement de partir du parcours. Moi, j'ai le souvenir que pendant près de 10 ans, on s'est interrogé sur qui doit être le seul en charge des questions grand âge. On en parlait dans la loi NOTRe. La maison de l'autonomie devait être généralisée. Est-ce que c'était les départements? Est-ce que c'était les métropoles? On en a reparlé dans la loi 3DS. Donc on est toujours parti du qui fait quoi. C'est pas la meilleure entrée. Pas qu'on n'ait pas une idée sur le qui fait quoi. En l'occurrence, en Mayenne, on est à peu près d'accord avec le président pour que l'ARS s'occupe dans le champ du grand âge des établissements. Et moi, je trouverais le moyen juridique de lui confier les services sous la responsabilité de l'ARS. Mais si on attend que tout le monde soit d'accord sur le qui fait quoi, on n'avancera jamais. Et donc, le service public départemental d'autonomie nous impose de partir de la personne concernée et de reconfigurer finalement nos offres et le parcours autour de la personne. Et quand on part de la personne, c'est difficile de rester dans son précaré ou de revendiquer une compétence. Et donc, la force de cette préfiguration, c'est finalement de partir de ce qui marche. Alors, c'est assez nouveau dans notre monde. Je ne sais pas si c'est bureaucratique, mais en tout cas dans notre architecture législative, d'habitude on aime bien dire qui fait quoi, comment ça marche, et que tout soit écrit avant de commencer à le penser. Là, très concrètement, on sait le service qu'on doit rendre, et après on enferme tout le monde dans une salle pour voir qui fait quoi, quels trous sont dans la raquette, et comment on va s'organiser différemment. Et aussi, ce qui est nouveau, c'est qu'on ne part pas finalement du diagnostic de ce qui ne va pas, on part de ce qui marche. Alors, ça peut être très différent d'un territoire à l'autre. En Mayenne, le président Richefou le citait, on a des maisons de l'autonomie. Donc, on a un socle très solide pour remplir les 2 premières briques du SPDA, l'information, l'instruction des droits, la délivrance des prestations. On part de ça. Et donc, finalement, c'est cette force de maison de l'autonomie qui agrège les autres acteurs pour compléter l'offre et s'intéresser aux actions ensuite de prévention, de résolution des situations complexes. Et à un moment, on basculera dans des questions beaucoup plus territorialisées. On a la chance d'avoir des communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé, des CPTS, qui sont vraiment en proximité des territoires. C'est elles qui portent le DAC. Et donc, le SPDA, ça va être cette connexion finalement avec très concrètement le repérage, le suivi des questions de santé sur le territoire, mais on part de ce noyau dur. C'est très différent dans la Sarthe. Dans la Sarthe, on est plutôt sur un réseau qui fourmille, et donc les acteurs se réunissent beaucoup. Donc on capitalise sur l'interconnaissance, et on a des belles initiatives sur des filières ou sur des segments. Donc vous citiez l'exemple du SDIS. Le SDIS, le DAC et le conseil départemental ont protocolisé le fait quand on a 1 ou 2 ou 3, enfin à partir de 2 interventions de pompiers chez la même personne âgée, les informations sont remontées au DAC, on va voir ce qui dans l'environnement peut causer problème, ce que vous signalez, docteur, tout à l'heure, et on peut aller jusqu'à la réévaluation du plan d'aide par le conseil départemental pour intervenir. Et avec ce projet, on arrive sur les interventions du SDIS à 95% d'interventions qui ne sont que pour des premiers cas de personnes qui n'étaient pas connues avant sur ces questions de chute. Donc c'est une concrétisation très concrète du plan anti-chute. Et donc on part de ça
de ce réseau pour enchaîner sur d'autres projets. Donc c'est une méthode différente. Ce qui compte, c'est l'interconnaissance des acteurs et qu'au bout du bout, on arrive à appréhender finalement la totalité des problématiques d'une personne. Et donc on est, et peut-être pour en terminer sur ce point-là, sur un champ finalement où on est en co-responsabilité du médico-social avec le département, mais où on déborde sur le champ de compétences de l'Agence régionale de santé, partagé en tout cas en Mayenne avec le département pour ce qui concerne la santé, aussi sur le même projet que comment accompagner des personnes âgées dans le système de santé dans 5 ans, dans 10 ans ou tout de suite. C'est-à-dire le défi du système de santé, du vieillissement de la population avec peut-être la moitié des sollicitations du système de soins qui seront pour des maladies chroniques concernant principalement des personnes âgées. C'est le même sujet que le bien vieillir ou le vivre en bonne santé des personnes âgées. Donc à un moment, le repérage, il se fera dans des réseaux de soins, par des infirmiers, par des kinés, sous le pilotage de médecins, et il doit réorienter, il doit être partie prenante de ce service public départemental d'autonomie. Et de l'autre côté, à un moment, on sort nécessairement du champ de l'autonomie, et les premières entrées dans le réseau, elles ne se font pas par des acteurs médico-sociaux. Elles se font en général par des acteurs qui n'ont absolument rien à voir, parce que la personne ne sait pas qu'elle a des premiers signes de perte de l'autonomie. Et donc, on est sur des enjeux politiques, on est sur des enjeux de vie sociale, donc on a des besoins d'agréger aussi les communes, les lieux de vie des personnes, des associations, etc., pour faire la première orientation vers le SBDA. Et là, c'est vraiment les collectivités territoriales qui sont en première ligne pour ce projet de vie. Très bien. Alors, une question que je vais vous poser, hein, Jérôme, mais qui peut s'adresser évidemment à l'ensemble des participants. Est-ce que ça a du sens d'avoir le même dispositif pour les personnes âgées et pour les personnes en situation de handicap? Alors, le public est différent, nécessairement. Par contre, les acteurs sont souvent les mêmes. Et il y a une problématique qui est quand même commune aux deux champs, c'est l'absence de parcours. Le champ du handicap est plus structuré dans l'accès au droit. Les MDPH existent dans tous les départements, à la différence des maisons de l'autonomie. On a des dispositifs de résolution des situations complexes, mais le parcours n'est pas pris en charge. C'est-à-dire on a une ouverture de droit, on a un droit A, le projet de la personne, qu'est-ce qui se passe après un passage en IME, est-ce que l'autonomie est possible, n'existe pas. Donc cet enjeu du parcours est nécessaire. Pour les personnes âgées, il est à structurer sur la question des droits, mais la vision parcours dans le temps est la même. Et donc on a un enjeu d'économie d'acteurs, de projets, et de projets, si je prends un dernier point de vue, qui de toute façon est celui d'un projet politique d'une société inclusive, où on peut vivre avec une perte d'autonomie ou un handicap a priori, et donc ça nécessite d'agréger tout le monde. Un rebond là-dessus, Dominique Libaud? Parce que c'est vrai que le SPDA, il est né quand même du rapport Libaud du 28 mars 2019, si ma mémoire est exacte. Il y a eu un rapport spécifique et j'avais dans ma concertation des représentants du milieu de handicap, évidemment, hein, parce que c'était une question que je m'étais beaucoup posée. Est-ce que d'abord vous ressentez les mêmes sujets de complexité, d'absence d'un parcours fluide, etc. Et grosso modo, dans les constats, effectivement, on retrouvait énormément de points communs. C'est ce qui me disait. Alors, il y a en même temps quelques différences, notamment le fait que on doit embarquer, si j'ose dire, sur le handicap aussi des acteurs du milieu ordinaire, c'est-à-dire l'éducation nationale, c'est-à-dire France Travail. C'est ça. Donc, ce qu'on va beaucoup moins retrouver du côté des personnes âgées, évidemment. On est dans les deux cas, comme l'a dit fort bien Jérôme Jumel, sur une vision inclusive. Un des sujets, c'est comment je peux effectivement, je suis dans je dis souvent le SPDA, c'est vraiment une des concrétisations de la création de la branche autonomie, c'est-à-dire effectivement, c'est quoi l'aspiration d'une politique d'autonomie? C'est que justement les personnes restent autonomes dans leur pilotage de leur propre vie, quel que soit effectivement le handicap qu'elles peuvent subir. Et c'est ce qu'elles demandent avant tout, c'est rester citoyen, rester maître de sa propre vie. Et donc c'est la même logique, si j'ose dire,
de changement d'esprit du service public, de changement des acteurs qui est à l'œuvre, mais évidemment avec des spécificités, donc malgré tout, et qu'il faudra respecter bien sûr du côté du handicap. Mais si j'ose dire, un des sujets enfin, on voyait bien avec les cas concrets d'Eliane Abraham, c'est vrai que j'aime bien vos cas concrets, donc c'est un des sujets, c'est d'arriver à s'adapter justement, parce qu'on est sur une logique de parcours. Le parcours, il n'est pas imposé, quoi. C'est, il faut entendre la personne, et il faut l'entendre dans sa singularité, il faut l'entendre dans son environnement familial, de voisinage, de logement, etc. Et c'est ça. Et donc, et c'est vrai que du côté des handicaps, on a beaucoup de handicaps spécifiques, différents. Et bien oui, il faut entrer dans cette logique de parcours. Ouais. Très bien. Alors, docteur Abraham, il y a un point de communication non négligeable, on en a parlé lors de la préparation, c'est que le mot, dans service public départemental de l'autonomie, il y a un mot qui n'est pas forcément très bien compris, c'est le mot service. Oui, c'est ce que disait M. Libaud, c'est ce qu'on dit, c'est pas une structure supplémentaire où on dit encore le millefeuille français qui rajoute une couche, mais c'est plutôt parler, alors j'entendais parler de table tactique, on est vraiment dans une logique d'intégration des services. Alors voilà, le mot est peut-être aussi connoté pour certains, donc c'est compliqué de trouver un mot qui soit vraiment consensuel pour tout le monde. En tout cas, c'est vraiment faire communauté, moi j'aime bien ce mot, autour d'objectifs, sachant que voilà, l'idée de se dire, c'est que le professionnel, quel qu'il soit, sait quelque chose d'une personne à un moment donné, alors que cette personne, elle vit tous les jours sa situation. Et du coup, on a chacun à confronter ses savoirs, à apprendre de l'autre pour arriver à cheminer ensemble. Et ensemble, c'est pas le professionnel qui sait ce qui est bon pour l'autre, c'est on va cheminer ensemble. Et pour ça, il faut bien faire corps. Je ne sais pas quel mot il fallait trouver, mais c'est le mot service dans le sens rendre service à, se rendre service entre professionnels et rendre avant tout service effectivement à la personne et à ses aidants. Bon, alors, 1er janvier 2025, dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, on va passer de l'ombre à la lumière, c'est ça? C'est ça. Et donc, alors qu'est-ce qui reste, Président? Vous avez fait mention ou référence, c'est quoi les freins à lever, les obstacles, qu'est-ce qui reste encore sur la feuille de route d'ici le 31 décembre minuit? Et même sans doute après le 31 décembre, vraisemblablement, comme vous l'avez compris. Moi, je pense que l'objectif que l'on va avoir du mal à remplir, c'est l'objectif très louable qu'on résume souvent par la formule « dites-nous-le une fois ». Voilà. Et on voit bien que notamment pour les personnes âgées, quand quelqu'un a des droits multiples, il faut qu'il raconte son histoire à plusieurs interlocuteurs. Et donc l'obstacle principal, c'est... alors je rêve un peu, voilà. C'est pas la période des vœux, mais le 31 décembre, ça sera la bonne période pour les vœux. Moi, je rêve d'un logiciel, par exemple, des départements, qui gère aujourd'hui l'APA, qui est quand même souvent le premier acte posé sur un accompagnement d'une personne qui est en perte d'autonomie, sur un logiciel ouvert aux partenaires. Voilà, c'est un logiciel qui puisse avoir des espaces partagés, que certaines données qui ne sont pas très sensibles puissent être partagées avec les interlocuteurs de la CARSAT, du service d'aide à domicile qui intervient, enfin voilà, de tout ce qu'on peut imaginer, pour qu'ils puissent déjà avoir accès à des informations qui ne nécessitent pas donc à la personne ou à son aidant de re-raconter la même histoire et donner les mêmes informations, et puis qu'il y ait des espaces qui permettent aussi à un partenaire d'envoyer l'information. Quand les pompiers vont plus de 2 fois relever la personne, eh bien peut-être que l'information peut être envoyée et déclencher une espèce d'alerte envoyée au partenaire, pour qu'à ce moment-là, on se dise peut-être que l'aménagement du logement mérite d'être regardé, que la personne du CCAS de la commune doit être prévenue. Voilà, donc c'est comment est-ce qu'on partage l'information. Alors il y a 2 façons de le faire, c'est soit on se réunit sans arrêt,
On connaît ça un peu aujourd'hui dans l'expérimentation du RSA, où en raison aussi d'une absence de logiciels communs ou d'échange d'informations avec France Travail notamment, on passe son temps à faire des réunions. Et donc il y a une déperdition d'énergie importante. L'idéal étant que on n'invente pas un nouveau logiciel parce qu'on va attendre une éternité pour que ça soit en place. Et je le vois chez mes fameux pompiers, le temps que l'on met à inventer un logiciel de gestion opérationnelle, mais qu'effectivement on se serve d'un outil de travail qui existe pour un des partenaires, ça peut être celui du département ou un autre, et qui puisse être partagé et ouvert. Voilà. Je pense que ça serait bien d'essayer de mettre en œuvre. Moi j'ai rencontré ceux qui portent le logiciel Solis qui s'appelle H2C, je crois, ou je ne sais plus comment et le terme précis de la société, ils sont ouverts à ça, enfin voilà. Et donc je pense qu'il faut vraiment mettre en place ces éléments de fluidité complémentaire. Ce qu'on va faire dans un premier temps, et ce qui est plus facile, c'est qu'il faut trouver un endroit où on centralise toutes les informations. Que peut faire ProBTP pour quelqu'un qui n'est pas encore, qui est GIR 4 ou GIR 5 et qui ne bénéficie pas de l'APA, mais qui a besoin d'un accompagnement? Qu'est-ce que fait la CARSAT? Qu'est-ce que fait Vive quand la complémentaire de la personne est Vive? Voilà. Parce qu'il y a une profusion d'aides qui existe et de soutien, mais il n'y a pas d'endroit effectivement où on trouve la totalité de l'information. Donc il faut en tout cas que dans un département, tous les acteurs qui ont des propositions à faire puissent se retrouver sur un même espace, ce qui est un peu plus facile là, pour qu'on retrouve, et qu'un professionnel. Moi, je dis à mes équipes, l'état d'esprit pour moi, c'est si un aidant pour une personne âgée frappe à une porte, il faut que la personne qu'elle rencontre, ça soit elle qui aille débroussailler le chemin. Pas simplement en donnant les cartes de visite des partenaires à aller voir, mais en se renseignant elle-même pour toujours apporter la réponse à la personne qu'elle a rencontrée et qu'il y ait un lien presque de confiance aussi qui existe et qui continue à se mettre en œuvre. Voilà, c'est ça l'état d'esprit qu'il faut réussir à mettre en œuvre. Je suis tout à fait évidemment d'accord avec cette idée de ce que j'appelle moi le relayage, hein, donc c'est-à-dire que vous travaillez en relais, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un s'adresse à vous et donc c'est pas la bonne porte, mais il faut que vous passiez le relais. Bon, mais pour ça, un des sujets, et qu'on rencontre véritablement sur les territoires, c'est que finalement les professionnels des différentes institutions ne se connaissent pas tant que ça et ne savent pas toujours si bien que ça ce que chacun fait. Et donc très souvent quand on travaille sur le terrain avec les acteurs, ce qui revient, c'est le besoin de formation partagée. C'est tout bête, hein, mais donc c'est formation partagée. On l'avait d'ailleurs, j'avais travaillé avec Eliane Abraham sur quelque chose d'autre, mais finalement c'était proche, c'était pour que les acteurs de santé travaillent mieux ensemble autour des personnes âgées, donc notamment dans le cadre de ce qu'on avait appelé PAERPA, et ben on avait monté des formations pour que les professionnels de santé se connaissent mieux ensemble. Et c'était super important, et il le disait, pour ensuite pouvoir travailler en confiance, se relayer, tout ça. On a le même sujet, là, du point de vue plus institutionnel, parce que et j'en veux à personne, hein, mais très honnêtement, quelqu'un qui travaille dans une caisse de sécurité sociale, il ne connaît pas forcément si bien que ça ce que fait la MDPH ou ce que fait le département, et quelquefois même ce que fait une autre caisse de sécurité sociale. Donc moi je rencontre souvent ça. Donc c'est vrai que voilà, je pense qu'on va rencontrer ce besoin, et c'est pas la chose la plus facile à mettre en place pour des raisons notamment de financement, des formations et tout ça. Bon, mais ça, je pense que ça va être vraiment un enjeu fort si on veut réussir dans la durée, et en pensant d'ailleurs que les personnels, ils bougent aussi, et donc c'est des choses à renouveler assez régulièrement. Ouais, ça va bien au-delà du SPDA, hein, le sujet au niveau des territoires, que les personnes sachent mieux ce que font les collègues. Oui, mais je pense que la logique qui préside au SPDA, et qui je crois est effectivement assez nouvelle, hein, honnêtement, elle peut inspirer beaucoup d'autres politiques publiques. Président. Oui, dans le même état d'esprit que ce que dit Dominique, il y a un frein qu'il faut lever. C'est le réflexe traditionnel de beaucoup d'interlocuteurs de se réfugier derrière un principe de secret professionnel. On le constate, nous, au département, y compris dans nos propres équipes.
entre l'équipe qui s'occupe du RSA et l'équipe qui s'occupe de l'enfance, aucun partage d'informations au sein même du conseil départemental. Donc que dire on a du mal quelquefois à ce que les équipes en charge du RSA s'adressent à un maire pour avoir des informations plus précises sur la situation d'une personne ou refusent d'en donner au titre du fameux secret professionnel, qui n'est pas un secret d'ailleurs. Et donc je crois qu'on gagnerait beaucoup, en tout cas moi j'essaie de travailler un peu là-dessus dans le département, à ce qu'on explicite réellement ce que l'on peut échanger comme information entre différents professionnels. Parce que la barrière est souvent mise. Je ne parle pas du RGPD qui ne nous rend pas service non plus dans le domaine, mais en tout cas, sur cette notion de secret professionnel, il y a à faire progresser les états d'esprit des professionnels d'une façon générale. Un rebond là-dessus, je sens le docteur Abraham. Je ne parle pas des données de santé. Je mets de côté les données de santé. Mais c'est le secret professionnel. Il n'y a plus de secret médical depuis plus de 10 ans. C'est vraiment le secret professionnel. Et le partage dans le cadre de ce secret, on a des décrets de 2016 qui autorisent le partage d'informations, sauf opposition de la personne quand on est dans le cercle de soins, etc. Donc tout ça commence quand même à être bien cadré. Ceci dit, c'est surtout qu'est-ce qu'on partage, parce que c'est vraiment... alors j'étais avec des usagers à un colloque lundi et ils disaient mais ce qu'il nous faut, nous, c'est travailler sur le partage eux, ils appellent pas de secret, ils disent le partage des savoirs utiles. Je trouvais que c'était intéressant comme expression, parce qu'on sort de ce sacro-saint secret qui s'oppose à l'autre secret, alors qu'on a le droit de partager l'information utile et nécessaire. Ça, c'est ce qui est dit dans la loi. Mais eux, ils nous parlent de savoir utile. Et deuxième élément pour eux, c'est du coup où chercher ces savoirs utiles quand on en a besoin. Parce qu'on va partager de l'info dont on n'a pas besoin, même si on la voit, ça ne nous marquera pas, mais où on va le chercher. Je voudrais juste rebondir sur le partage d'infos et les systèmes d'information. Moi, je crois beaucoup. Ouvrir un système métier, c'est toujours compliqué. Pour y travailler depuis des années avec notre grade et d'autres techniciens, c'est compliqué. C'est pour ça que je parlais d'un système d'information collaboratif. Vous savez, c'est le panier au milieu de la table, où moi, je vais mettre quelque chose parce que je vais estimer que peut-être mon voisin un jour en aura besoin et qui pourra venir chercher l'information. Et puis après, on peut maintenant, avec la technique en tout cas, automatiser certains partages d'informations. Quelque chose de très simple pour éviter les ruptures de parcours. Alors voilà, on veut éviter ces fameuses ruptures. Si on travaille sur les parcours, c'est pour éviter sur ces ruptures qui coûtent cher à tout le monde. Eh bien, c'est d'automatiser le fait de se dire, une personne, par exemple, elle est hospitalisée, les mouvements hospitaliers, automatiquement, juste le mouvement, automatiquement sont déversés dans ce panier au milieu de la table. Ce qui fait que moi, je suis conseillère à pas, j'ai prévu de venir faire l'évaluation de Madame X, eh bien, hop, j'ai une notification comme quoi, elle est achutée, elle est hospitalisée, je le sais. Je vais éviter de me déplacer, je vais éviter du temps perdu. Et quelque part, quand elle va à l'inverse ressortir de l'hôpital, eh bien moi, en tant qu'aide à domicile, je vais éviter de ne pas savoir qu'elle est sortie, parce que quel service hospitalier informe l'aide à domicile du jour et de l'heure de la sortie. Ça se fait peut-être dans certains endroits, mais on ne veut pas dire dans 100%. Eh bien, si on est dans le cercle de soins et qu'on reçoit automatiquement un SMS pour dire « Madame Machin est sortie », juste ça. Ce qu'elle a eu, ce qu'elle n'a pas eu, tout ça, on s'en fiche. Eh bien, l'aide à domicile, la structure d'aide à domicile va dire, OK, il y a un plan d'aide qui existe, tout existe, et bien on va pouvoir le refaire, mettre en route directement demain matin, parce qu'on a l'information automatique. Et ça aussi, ça peut éviter les ruptures de parcours et les réhospitalisations dites évitables, parce que on ne sait pas où la personne est. Très intéressant et très, très concret, effectivement. Alors, on passe aux questions. Une question qui plaira à Dominique Libaud, mais il a commencé à répondre. Quel est le lien entre la nouvelle branche autonomie de la sécurité sociale et le SPDA qui met au cœur du dispositif les territoires? Oui, j'essaie de le dire, c'est à savoir que ce droit à l'autonomie exprimé par la volonté du Parlement dans cette nouvelle branche de la sécurité sociale, je dirais presque, on sait tous, il ne se traduit pas par des enveloppes financières gigantesques qui arrivent tout d'un coup, et je crains malheureusement que ça ne soit pas trop le cas vu la situation financière de la France. Le sujet, c'est d'essayer de penser ce qu'on appelle autonomie, qu'est-ce que ça veut dire, et c'est ce que j'ai essayé d'évoquer, à savoir le droit des personnes en situation de handicap, personnes âgées,
à vivre leur vie, à être restés maîtres de leur vie, donc c'est ce qu'on met souvent sous l'idée du parcours, effectivement, et de respecter le parcours de la personne. Voilà. Et donc le SPDA, c'est l'incarnation très concrète, effectivement, d'un service public qui bouge, donc pour accompagner cette autonomie. Mais j'ai beaucoup aimé ce que disait Jérôme Jumel, et j'insiste là-dessus tout à l'heure, et ça c'est vraiment important, ça nous oblige. Enfin, ça nous oblige. On voit bien que ça veut dire en fait, que l'autonomie doit être entendue à un sens tout à fait large et qui est santé-autonomie en fait. Et c'est aussi toute la raison d'être des dispositifs d'appui à la coordination dans ce dispositif. Voilà, parce que quelquefois, y compris dans l'organisation administrative même des ARS, donc on a département autonomie, département soins, donc, et on voit bien que cette nouvelle logique de l'autonomie oblige vraiment à penser globalement santé, autonomie sur un territoire. Jérôme Jumel. Peut-être deux, trois points en réaction complément. Le premier, c'est qu'effectivement cette 5e branche, elle a une caisse nationale de sécurité sociale, la CNSA, qui a un réseau particulier, puisqu'il a un réseau conseils départementaux et ARS, donc réseau de structures autonomes, plus les départements que les ARS, mais en tout cas, c'est pas le réseau des CAF, c'est pas le réseau des CEPAM, qui doivent déployer une politique d'autonomie fixée par la loi, débattue en conseil d'administration. Donc ce SPDA, c'est aussi la réunion de ces acteurs du réseau pour faire vivre la politique d'autonomie sur le territoire. Sur ce décloisonnement autonomie et santé, on continue d'avoir des directions autonomie et santé séparées en Pays de la Loire et pour le coup, je l'assume. L'intégration, elle se fait au territoire. Elle se fait en partant du parcours, justement. C'est là que le cloisonnement, sur des choses très très concrètes, on crée plus de places de services infirmiers d'aide à domicile sur le territoire. Il s'avère que sur les territoires, il y a aussi des infirmiers libéraux. Donc là, la question se pose très concrètement de leur complémentarité. Est-ce qu'il y en a un qui prend en charge les situations les plus difficiles? Est-ce qu'on déploie plus d'offres là où il y a moins d'infirmiers libéraux? Enfin voilà, ces questions-là, elles ne se posent pas intellectuellement, ni au ministère, ni à Nantes pour la région Pays de la Loire. Elles se posent concrètement sur le territoire avec les représentants des usagers, des professionnels et des élus qui sont la parole du territoire. Donc c'est voilà, deux, trois points sur ce sujet. Je voulais juste compléter en disant au-delà de conseil départemental et l'ARS, les caisses de sécurité sociale, évidemment, sont aussi des partenaires importants de cette démarche SPDA. Du côté de la CAF, notamment avec les responsabilités du côté du handicap, notamment le sujet aussi de l'enfance et handicap. Du côté de la branche vieillesse, avec, on en a un peu parlé jusqu'à présent, mais les sujets de prévention, notamment de repérage de la fragilité, sur lequel la branche vieillesse s'est beaucoup investie. Et ce qui nous attend aussi, normalement, c'est la généralisation de ce dispositif qu'on appelle ICOP à compter 2025, c'est-à-dire du repérage de la fragilité. Et pour moi, fait partie intégrante du SPDA, de cette dimension prévention. Et donc là, les CARSAT sont assez investis sur le sujet. Et puis du côté CEPAM, on parlait de la relation entre l'organisation de l'offre et les réponses aux personnes. Enfin, et évidemment, il y a une adéquation très forte. Donc, c'est le travail de l'ARS, mais en lien avec les CEPAM, notamment par exemple l'accompagnement des CPTS, et qui donc sera une des composantes aussi de la réponse SPDA. Alors, ça me fait une excellente transition parce qu'on doit avoir des personnes qui font partie de la branche recouvrement qui sont dans le public et qui posent la question de l'utilisation du CESU dans le cadre du recours aux droits. Le CESU propose un dispositif de tiers payant pour permettre une affectation des droits aux employeurs qui diminue immédiatement le reste à charge des particuliers employeurs et tous les départements visiblement n'auraient pas activé ce dispositif. Comment mieux les associer? Le CESU, le rôle du CESU dans l'accès aux droits. Alors, bon, je vais faire un petit souvenir personnel, mais il se trouve que quand j'étais conseiller de Simone Veil, j'ai activement participé à la création du chèque emploi-service qui est devenu le CESU ensuite. Et j'ai proposé à Simone Veil d'implanter le CESU à Saint-Étienne. Donc je reste très
très heureux, en tout cas, de la création de ce dispositif. Eliane parlait tout à l'heure d'un exemple de la difficulté de remplir des impôts. Au moins avec le CESU, on a quand même un dispositif très simple aujourd'hui pour une personne âgée pour payer donc ses cotisations, être en règle. C'est vraiment, je pense, à la portée de quasiment tout le monde. Enfin, c'est vraiment pas très compliqué. Et effectivement, avec des dispositifs maintenant qui peuvent être activés, qui travaillent sur l'avance, etc. Donc oui, simplifier la vie des personnes, donc y compris leur démarche administrative, ça fait partie de l'accompagnement de nos personnes vulnérables, personnes en situation de handicap et personnes âgées, et qu'elles puissent aussi, encore une fois, rester maîtres de leur vie, avoir éventuellement du personnel à la maison. Et donc, je me félicite de l'existence et du développement du CESU. On parle des personnes, mais comme le disent un certain nombre de questions ou de réactions dans le chat, le rôle des aidants est majeur, évidemment, parce que c'est souvent eux qui vont être à initier les démarches administrative et être confronté à la complexité de la prise en charge. Voilà, donc c'est un point, je pense, important. Est-ce que je vois d'autres questions, en sachant qu'il est 16h01, que donc nous avons... oui, la question de la gouvernance, on va finir là-dessus peut-être. La question de la gouvernance pour le SPDA, est-ce que ça intègre une représentation des usagers bénéficiaires cibles ? Alors oui, sans aucun doute sur cette question, et merci de cette question, parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé, mais moi je redis sans arrêt que l'association des usagers, on a parlé d'une construction territoriale avec les acteurs, mais les usagers sont des acteurs évidemment très importants de l'autonomie. Et autrement, quand on dit effectivement le projet c'est de l'autonomie, c'est pour leur donner la possibilité de vivre leur vie. Oui, ils doivent être écoutés, ils doivent être donc dans la gouvernance d'une façon ou d'une autre. C'est un des éléments sur lequel j'attendais d'ailleurs les préfigurations, pour être franc, c'est parce que c'est pas toujours le sujet le plus simple, parce que tout le monde est d'accord, personne ne va dire ah non, les UGG, on ne va pas les écouter sur ce sujet. Non, il faut qu'ils soient dans la gouvernance. En même temps, il faut trouver les modes adaptés et adéquats, effectivement, d'association des usagers, donc dans cette gouvernance. Je signale par exemple un point, moi je vois sur des territoires, ils travaillent sur l'aspect départemental, mais par exemple des territoires assez étendus, j'étais dans le Pas-de-Calais il n'y a pas longtemps, ils travaillent beaucoup sur l'infradépartemental, par exemple, avec des éléments, et je crois, j'ai la perception, par exemple, dans ce département, que c'est plutôt là qu'ils veulent favoriser ce dialogue avec les usagers, parce que c'est souvent un dialogue sur des choses très concrètes, quoi. On parlait tout à l'heure de guichets intégrés, et donc sur un territoire étendu qui mélange de l'urbain et du rural, les sujets d'accessibilité, on voit évidemment qu'ils sont majeurs, ils ne sont pas les mêmes, évidemment, quand vous êtes au cœur de la métropole ou si vous êtes sur un territoire rural. Moi, par exemple, il y a un sujet que je porte, je ne sais pas, mais c'est tous les sujets de mobilité, enfin de possibilité d'avoir des solutions. Je rêve quelquefois d'un bus SPDA qui serait mis au point entre le département, la CARSAT, l'ARS, et qui irait sur certains territoires. En tout cas, je sais que les réponses, elles ne sont pas uniques et qu'on doit écouter effectivement fortement les usagers dans cette gouvernance. Mot de la fin pour le président. Je pense que Dominique a raison. C'est souvent par les territoires. On le voit quand on met en place un contrat local de santé. On arrive plus facilement à associer des usagers. En revanche, dès qu'on passe à la maille départementale, on le voit dans les représentants des usagers qui siègent en CDCA. Les représentants sont souvent d'anciens professionnels engagés, d'anciens représentants syndicaux. Pourtant, les usagers en Mayenne, c'est l'ancien président de la CPM. Alors c'est vrai que s'il est usagé à titre personnel, mais il a son regard un peu professionnel. Donc et c'est une difficulté qu'on ne rencontre pas dans le monde du handicap, où là on a les parents qui très souvent structurent la parole des usagers. Donc c'est pas facile de structurer cette prise de parole, et on y arrive plus facilement quand on descend dans les bassins de vie. Très bien, écoutez, merci beaucoup aux intervenants sur cette table ronde, les apports du SPDA dans l'accompagnement du parcours des personnes. J'espère que vous avez été
pleinement instruit et que vous avez compris ce qu'était le SPDA. On voit que c'est une matière aussi qui est souple, qui est évolutive, et c'est comme ça qu'elle doit l'être. Voilà, on se quitte, on se retrouve, vous pouvez évaluer, vous pouvez attester votre présence, et on se retrouve à 16h30 pour la 3e table ronde qui sera consacrée à un sujet absolument majeur qui est l'attractivité des métiers du sanitaire et du social. Merci.